Bonsoir et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous avons préféré mettre un terme à notre discussion entamée le samedi passé et qui était relative à l'importance de l'élaboration d'un plan de vie. Le plan de vie, je vous le rappelle, est un exercice simple mais essentiel qui permet de se concentrer sur ce qui importe le plus afin d'éviter de perdre du temps, de gaspiller son énergie et de courir dans tous les sens. Donc l'intérêt d'un tel plan est qu'il apportera de la structure à votre vie tout en évoluant avec vous. La fois dernière, vous avez été très nombreux à nous faire part de vos préoccupations relativement à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer d'y répondre avec l'apport de M. Adamas Koudou. Il est auteur du livre Bien élaborer son plan de réussite et diplômé talent du monde UMO en 2016 plutôt. Et aujourd'hui, il est comme coach en développement personnel. Adamas, bonsoir et merci de te rendre disponible une fois encore. C'est un devoir. Mais avant d'en arriver là, et pour vous permettre de bien nous suivre, surtout ceux qui sont en train de nous découvrir en ce moment, nous allons revenir un tout petit peu sur la définition du plan de vie et son importance. Je donne la parole pour commencer à Christelle. Bonsoir Christelle. Oui. Je vous rappelle, Christelle, elle est journaliste par rapport à la presse en ligne. Elle est spécialiste marketing et communication. Je crois que de ta maison, tu nous as suivi la fois passée un petit retour sur l'idée que tu as du plan de vie et son utilité. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Le plan de vie, je dirais, c'est une feuille de route que nous-mêmes, que personnellement nous élaborons. Une feuille de route dans laquelle est inscrit les objectifs ou les buts que nous voulons atteindre durant une période donnée ou durant toute notre vie. Donc, pour être très bref, c'est juste ça. Et Adamas? Oui, comme l'ont dit les gens qui nous ont précédés la fois dernière et Christelle, on peut résumer rapidement que le plan de vie, c'est une orientation ou une direction générale qu'on se fixe afin de donner un sens à sa vie. Donc, il va mettre un lien entre qui nous sommes ou qui nous voulons être et les autres qui sont dans notre environnement et l'impact que nous voulons produire dans le monde, simplement. Donc, quand on arrive à le concevoir, ça nous permet de savoir où est-ce que nous allons et ce que nous voulons devenir, avec qui et comment bouger, donc simplement. Merci beaucoup. Avec qui et comment bouger, est-ce que Casimir a une petite idée là-dessus? Je pense que les prédécesseurs ont tout dit, nous l'avions dit toutefois l'autre fois aussi. Le plan de vie, c'est l'orientation que l'on se donne. C'est devant un dilemme. À quoi nous faisons-nous référence pour décider, pour choisir? Où allons-nous arriver si nous voulons devenir tel? Par où allons-nous passer? C'est le carnaval, tout simplement, qui est le plan de vie, madame. Merci beaucoup. Comme je le disais en début d'émission, la fois dernière, nous avions reçu au cours de l'émission et après l'émission une centaine de questions que nous avons essayé de regrouper en 5 questions. La première, la voici. En quoi, voilà, je reviens. À quel âge peut-on élaborer son plan de vie personnel? Jean-Claude. Je dirais que le plan de vie peut se concevoir déjà à un âge où on est conscient de ce que l'on veut faire dans la vie. Parce qu'une fois qu'on a l'idée de faire quelque chose de bien de sa vie, on peut commencer par rédiger un plan de vie. Parce que le plan de vie, selon moi, c'est une liste des objectifs qu'une personne aimerait atteindre dans sa vie. Donc je dirais que on ne peut pas fixer un âge fixe pour commencer à établir. Donc, dès qu'on est conscient de son existence, on peut commencer par élaborer. Christelle. Oui, je dirais, comme l'a dit Jean-Claude, moi, le plan de vie, pour commencer à élaborer, je pense à partir du primaire, généralement, dès qu'on est au CM1. Du primaire dans notre contexte? Oui, ça dépend de l'éducation qu'on reçoit, ça dépend de la manière dont nos parents nous traitent. Donc déjà à partir de CM1, surtout CM2, on a une idée de qui on veut devenir. Je veux devenir avocate, je veux devenir médecin. Donc là, on se met une idée, on se reflète. Je veux peut-être me marier à 25 ans, je veux me marier à 30 ans, je veux avoir 3 enfants dans ma vie. Donc déjà, ce sont ces questions, ce sont ce qu'on veut ou peut-être je veux aller vivre en Europe. Déjà,
à 10 ans, on se dit que waouh, je veux aller vivre aux États-Unis. Déjà, mentalement, psychologiquement, on se prépare à vouloir un jour réaliser ce rêve. Et là, pendant notre vie, en étudiant, en étant au collège, on commence déjà à faire de la géographie, on commence à nous enseigner les villes, les pays. Et là, on a une idée de comment est-ce qu'on veut le faire et des orientations. Et au fur et à mesure, déjà, si on veut devenir peut-être journaliste, quand on est au primaire ou bien au CIUM2, on a peut-être 4 ans au collège, on a 3 ans au lycée, on commence à se dire, à 15 ans, je dois avoir mon BPC. C'est un plan de vie, mais on est petit. Mais on se dit qu'à 15 ans, je dois avoir mon BPC. Il faut faire quoi? Il faut commencer à bien travailler. Soit à 15 ans, je veux aller faire mes études à Lomé. Si on est donc, selon toi, vers la fin du premier cycle? Oui. Du cycle si on est vraiment intelligent, ça dépend de l'orientation des parents. Et de l'environnement dans lequel l'enfant évolue aussi. Casimir. Ce que moi j'allais dire par rapport à cette question, Madame Pélagie, c'est qu'en réalité, un plan de vie, le plus bas âge possible, dès que l'enfant commence à avoir le discernement, normalement le parent doit l'assister à rédiger un plan de vie. Parce que le plan de vie en soi est flexible, on peut le modifier au fur et à mesure, tant n'oubliant pas les points de départ. Donc en tenant compte de l'aspiration de l'enfant, des désirs que l'enfant exprime, dès que l'enfant commence à faire le discernement, 3, 4 ans, 5 ans, déjà, qu'aimerais-tu devenir? Que veux-tu faire? L'enfant l'exprime en fait. Même sans l'avoir posé la question, vous allez voir l'enfant dans ses jouets, dans ses façons d'agir, de parler, de faire, montrer que tel enfant veut devenir tel. Donc avec les discussions profondes que les parents mènent avec cet enfant-là, déjà on oriente l'enfant, enfin l'enfant s'oriente de lui-même tout sous le recadrage de ses parents. Donc le plan de vie flexible que cela peut être dès le bas âge, dès que l'enfant commence à avoir le discernement, doit avoir déjà son élaboration qui commence. Et dès que l'enfant aura un âge un peu plus avancé, il peut se référer facilement à ses aspirations premières. Et sur cette base-là, il pourra l'améliorer, le changer si possible, ou bien juste revoir les grandes orientations, ajouter ou retrancher s'il le faut. C'est ce que j'ai à dire dessus. Merci beaucoup. Adamas, selon toi, est-ce que c'est erroné de donner un âge fixe auquel l'on doit commencer à élaborer son plan de vie personnel? Justement, c'est erroné quand on donne un âge fixe. Le plan de vie est la seule chose qui n'est jamais déposée comme un livre écrit, comme l'a dit mon frère Casimir. Il bouge avec nous parce que nous ne nous connaissons pas totalement à une date donnée. La connaissance de soi qui parle donc de certains talents, de certains potentiels, et ça se fait avec du temps. Et en fonction de notre évolution, nous acquérons de nouvelles habitudes, de nouvelles capacités qui doivent être aussi intégrées. Vous voyez, je trouve que la vie est le plus beau cadeau que l'univers nous a offert. Ce qui arrive est que nous sommes souvent acculés par le quotidien. Nous nous voyons sécurisés dans nos zones de confort. Le milieu familial, le milieu professionnel, les pressions de la vie nous acculent jusqu'au jour où tu te rends compte, tu te poses la question, est-ce que je suis vraiment sur le chemin qui a du cœur? Le jour où tu te poses cette question, le jour où tu ne te sens pas suffisamment en équilibre par rapport à qui tu es, c'est ce jour que tu commences par vouloir transcrire toutes ces réflexions dans un document qui va être bientôt ton plan de vie. Merci beaucoup. Jean-Claude? Pour ajouter, le plan de vie, comme je l'avais déjà dit, on ne peut pas donner un âge fixe. Parce que toute personne dans la vie a un but précis. Et donc, savoir comment arriver à atteindre ces buts ou bien à quel âge commencer à faire des choses qui vont conduire à atteindre ces objectifs. Dès ce moment, on peut commencer par rédiger un plan de vie qui va contenir toutes ces fonctions qui vont permettre de... merci. Je vais te redonner la parole tout à l'heure, mais avant cela, j'aimerais rappeler à nos amis téléspectateurs qu'ils peuvent encore poser toujours des questions parce que certains n'ont jamais entendu parler de cette expression, plan de vie personnel, mais c'est important, surtout qu'on est en début d'année, c'est important d'avoir des éclaircissements nécessaires. Donc, vous pouvez commencer à nous envoyer vos questions au 90 14 09 52, 90 14 09 52. Jean-Claude, je reviens à toi. Comme je le disais tout à l'heure en off, j'ai voulu que tu sois avec nos plateaux aujourd'hui. Je t'ai découvert quelque part, malgré ton jeune âge pour moi, tu es déjà très avancé. Tu as reçu un prix parce que tu as créé un start-up qui va booster
les réalités de la bonne manière dans le domaine de la santé. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu au cours de quel événement tu as reçu le prix, à quel âge tu as commencé à rêver de cela et que tu commences à le concrétiser pour venir en aide à ta communauté, si je peux le dire ainsi. D'accord, merci. En fait, ma start-up s'appelle Codos for Togo et puis le but de cette start-up est d'aider la population avec des solutions digitales. Donc, en août dernier, j'ai participé au concours Ginov organisé lors du Salon des technologies et de l'innovation de Lomé. Donc, c'est lors de ce concours que j'ai reçu le 3e prix. Est-ce que tu peux bien nous montrer le prix? Voilà. Le 3e prix. Félicitations. Merci. Avec une application dans le domaine de la santé du nom de Munala qui permet de trouver une personne qui peuvent donner du sang et puis d'avoir des informations clés sur la disponibilité des poches de sang dans les différents centres de santé que nous avons dans le pays. Tu m'as dit que tu as 18 ans. À quel âge as-tu commencé à rêver de ceci? Oui, effectivement, j'ai 18 ans et puis depuis l'âge de 13 ans, je peux dire, j'avais commencé déjà à avoir de grandes ambitions. À 13 ans, tu étais en quelle classe? À 13 ans, j'étais déjà en 5e. Et je regardais souvent ces documentaires sur des success stories, tout ça. Et j'avais envie d'être un peu comme eux. Et puis, comme j'aimais le domaine technologique, j'ai commencé par m'y mettre déjà à apprendre tout seul. Tout seul. Tout ce qui est dans l'informatique, la programmation et tout. Donc je me suis dit, avant mes 18 ans, je dois faire quelque chose de bon de ma vie. Donc c'est avec ces idées que j'ai pu j'ai reçu le prix que j'ai eu actuellement. Et avant ça, j'avais développé une application déjà dans le domaine du e-commerce. Ça, j'avais 16 ans quand je l'avais fait. Donc, j'avais déjà des idées à l'âge de 13 ans. C'était quelle application? C'est une application, elle s'appelait Milabuy. Donc, elle permettait à toute personne de vendre à proximité. En ligne. En ligne. Donc, je l'avais lancé quand j'avais 16 ans. Mais vu que avec mon bas âge et puis je travaillais seul, on n'avait pas trop les moyens de continuer. Donc, la plateforme a dû s'estomper un peu. Merci beaucoup. Adamas, que penses-tu de Jean-Claude? Je suis très fier qu'un jeune Togolais à cet âge, ça veut dire que la dynamique entrepreneuriale impulsée par le gouvernement est en train de porter son fruit. C'est très important que nous puissions reconnaître les changements positifs qui sont dans notre environnement. Et nous pouvons espérer des futurs, comment il s'appelle? Oui, non, des futurs, comment il s'appelle? Le patron de Apple, comment il s'appelle? Steve Jobs. Voilà, des futurs Steve Jobs au Togo. Donc je suis très fier de lui. Il a commencé très tôt, en l'encourageant. Moi, chaque premier samedi du mois, on fait des conférences pour les jeunes. Il faut qu'ils viennent, qu'on le montre aux jeunes, pour inspirer encore d'autres jeunes. Pour stimuler. Voilà, pour stimuler en eux je crois que tu étudies quoi actuellement? Je suis en développement d'application à UKO en première année. En première année? Je suis en première année. Félicitations. Merci. Adamas, quelles sont les questions, les bonnes questions à se poser pour l'élaboration du plan de vie personnel? Oui, avant d'arriver là-bas, je voudrais rappeler que pour s'épanouir, pour se réaliser ou donner un sens à la vie, on a besoin de temps, d'avoir du temps, on a besoin de produire de la réflexion et de suivre une certaine méthodologie. Quand on est prêt, est-ce que j'ai le temps de penser à moi ou que je me fais pousser par les objectifs de chaque jour? Est-ce que je veux vraiment réfléchir ou non, je veux vivre superficiellement? Et 3, est-ce que je veux suivre une certaine méthodologie? Voilà. Je ne sais pas s'il faut commencer par... Parce que les questions vont rimer avec les étapes. La première étape, c'est de créer un cadre d'introspection. Il faut être dans une atmosphère calme et de solitude qui permet de découvrir un fil conducteur. C'est quand vous vous retirez que vous pouvez vous observer. Vous jouez un jeu miroir ou un jeu de spectateur de votre vie que vous étiez en tant que joueur sur le terrain. Tout commence par là. Mais si vous commencez par le faire, vont venir maintenant les autres étapes.
Et l'étape suivante, parce que je te le rappelle, c'était le nœud de notre échange de la fois dernière. L'étape suivante, que ce soit, quelles que soient les théories que nous lirons sur Internet ou dans quelques livres que ce puisse être, c'est d'analyser ou d'évaluer son statut actuel. Comment est-ce que je me ressens? Est-ce que je ressens que je réalise le désir ou l'idéal que j'ai de la vie? Est-ce que je le réalise, oui ou non? Quelles sont les influences que j'ai dans ma vie? Qui sont les personnes, par exemple, à qui je suis obligé de m'adresser quand je veux faire telle ou telle chose, ou des personnes qui m'imposent des choses que j'accepte ou non? Donc, je vais identifier toutes ces choses-là. Le diagnostic continue aussi. Quels sont les résultats que j'ai eus dans ma vie une fois? Qu'est-ce que j'ai fait une fois dans ma vie qui constitue un jalon qui me donne une idée de ce dont je peux être capable pour le futur. Voilà. Donc, de quoi je dispose comme compétent? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce qui me rend heureux? Ou qu'est-ce qui me rend malheureux? Donc, quand je pose ces questions, donc je suis en train de faire ce qu'on appelle le diagnostic. Voilà. C'est à partir de ce moment que j'irai vers la troisième étape, qui consiste à me laisser rêver les idéaux de ma vie sur les plans essentiellement trois plans, le plan professionnel, le plan familial et le plan personnel. Il y a des auteurs qui, par exemple Alain Ouel, qui proposent une vie en 7 dimensions. Il y a d'autres auteurs qui proposent une vie en 4 dimensions. Mais ces dimensions ne viennent que de ces 3-là dont je viens de parler. Donc quand on parle de plan de carrière, c'est une partie de la vie. Quelqu'un qui a gagné un boulot, qui a 500 000 francs de salaire par mois, ou qui est devenu entrepreneur, qui a eu les plus gros prix de l'Afrique ou du monde, qui n'a pas pu se marier ou qui n'a pas pu avoir des enfants, assurément des insuffisances dans sa vie, soit à l'égard de lui-même, tout comme à l'égard de la communauté. Mais même, on peut aussi avoir pu se marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un couple ou un foyer épanoui. Mais il se peut qu'on ressente des vides en soi. Parce qu'on porte une mission qui rend le monde unique grâce à notre être ou à notre apport. Donc tu te dis, j'ai un boulot, j'ai une famille, mais il semble qu'il y a quelque chose qui manque, que je veux apporter à la vie avant la fin du monde, avant de mourir. Ce qui fait qu'on arrive à trouver sa voie personnelle. Donc, je venais donc de créer le recul, je venais d'étudier mon état actuel et je venais de faire un exercice de rêve. Et quand on fait cet exercice de rêve, on ne se demande pas est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que le président de la République me permettra de réaliser ça? Est-ce que les lois de notre pays? Non. On dit, si j'avais tout le pouvoir et tout l'argent, et si je pouvais vivre toute la durée de l'humanité, qu'est-ce que j'aimerais être, faire ou avoir? Si j'étais Trump, par exemple, ou si j'étais Faure Gnassingbé, que j'avais le pouvoir sur le Togo, qu'est-ce que je ferais du Togo? On se pose des questions comme ça. Ou bien vous ne voulez pas qu'on appelle le nom du président de la République? On continue. Voilà. Donc, quand on a fini de faire cette réflexion, ça va créer ce qu'on appelle la vision de la vie idéale. Donc, si j'avais tout le moyen, si j'avais tout le temps, si j'avais tout le pouvoir, voilà ce que je ferais, voilà ce que j'aimerais être ou devenir. Donc, cette vision, mon frère Cloutier l'avait dit au début, que les parents devraient aider les enfants. Les assister. Les assister. C'est vrai que l'enfant n'est pas conscient qu'il doit avoir un plan de vie. Mais comme le parent est conscient, beaucoup de choses traversent l'esprit de l'enfant déjà entre l'âge de 0 à 7 ans, qui est la plus intense période de socialisation, où 90% de la personnalité de l'enfant se forme. Alors, donc, le parent va commencer par écouter l'enfant ou inciter l'enfant à s'exprimer et prendre des notes pour l'enfant. Quand l'enfant commencera par avoir l'âge adolescent ou jeune, on le laisse relire ce qu'il exprimait quand il était plus jeune. De toute façon, si un parent n'a pas pu aider son enfant, ou si un jeune se retrouve n'ayant pas pu être aidé, il sera appelé à repenser quand il était plus petit ou à redevenir petit et pour avoir la liberté de désirer quelque chose. Si
Si nous n'avons pas cette liberté de désirer, nous risquons de fixer, de limiter notre vision de la vie. Parce qu'il y a des freins, des blocages, des événements récurrents de la vie qui ne nous donnent pas le droit d'oser ou de vouloir. Merci pour... Je retourne à Jean-Claude. Voilà. Est-ce que lorsque tu as eu ces aspirations de faire quelque chose pour marquer ta communauté ou le pays dans lequel tu vis, tu les as partagées avec tes parents? Comment ça s'est passé? Ils t'ont assisté ou tu as évolué tout seul avec tes petits copains? Bon, au début, quand j'avais commencé, mes parents ne songeaient pas à ce que je puisse les réaliser avec les moyens que j'avais en ce moment. Donc, mais ils m'ont soutenu, ils m'ont toujours soutenu quand j'avais besoin d'eux. Et avec des amis aussi, il y a toujours le soutien. Donc, avec le soutien de mes parents et de mes amis, il y avait d'autres personnes aussi qui ne croyaient pas à ce que je voulais faire. Donc, ils me donnaient plutôt le courage. C'est par rapport à ton jeune âge? Par rapport à mon jeune âge. Ils me donnaient plutôt le courage d'avancer, de leur montrer que je pouvais y arriver. Et c'est grâce à ça que je suis arrivé actuellement là où je suis. Je remercie beaucoup mes parents qui m'ont soutenu, puisqu'au début, c'était pas vraiment ça. Ils voulaient que je fasse autre chose, mais j'avais autre idée. Mais finalement, tu les as convaincus. J'ai réussi à les convaincre. Merci beaucoup aux parents de Jean-Claude. Casimir. Merci, madame. À la question de savoir les étapes de rédaction d'un plan de vie. Ton apport. Mon apport par rapport à cela. En réalité, je vais aussi le structurer en 3 grands points. Et puis un 4e point qui sera plutôt complémentaire. Donc au premier niveau, comme l'a si bien dit l'aîné Adama, en réalité, il faut d'abord faire l'introspection, la question du qui suis-je. Mais pour ne pas aller vers le qui suis-je qui est beaucoup plus compliqué, il est question juste de se voir dans le miroir en réalité, faire un bilan de son statut actuel. Sur le plan professionnel, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Sur le plan relationnel, sur le plan personnel, en matière de réalisation, de création, de production, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? C'est la première étape. Et directement qui nous conduira vers la seconde étape, qui est la plus grande d'ailleurs, dans la rédaction d'un plan de vie, c'est l'étape de rêve. C'est là où on se donne la latitude de rêver. Que voudrais-je devenir? Que veux-je faire? C'est là où on doit rêver sans limite. Il ne faut pas se contraindre, il ne faut pas se donner une limite à cette étape-là. Je voudrais devenir président de la République d'un pays X. Je voudrais devenir un grand journaliste. Je voudrais devenir. Je compte être. Si j'ai de l'argent, je serai tel. Oublie l'argent alors et rêve gros. C'est l'étape où on recense. Et toutes ces étapes-là, je rappelle, il faut le faire écrit à brouillon. Au brouillon, il faut recenser toutes ces étapes, toutes ces petites étapes-là. Je voudrais devenir tel, je rêve devenir tel. Je compte aller aux USA en 2020. Je compte, je serai. C'est l'étape la plus grande, comme je l'ai déjà dit. Maintenant, après cette étape, viendra maintenant une étape de réalité, que je nomme étape de réalité. Cette étape va consister à faire quoi? À la première étape où je sais fabriquer par exemple une daba, n'est-ce pas? Ou bien peut-être beaucoup ne connaissent pas la daba. Je sais fabriquer par exemple le tekinkilba, sur un côté le tekinkilba. Et je rêve avoir une industrie d'infusion. Je sais fabriquer, je rêve faire. Alors, l'étape de réalité sera de rapprocher la réalité au rêve. Ce que je sais faire et ce que j'aspire devenir, ou ce que j'aspire faire dans l'avenir. C'est l'étape de réalité où il faut confronter, il faut être devant le fait accompli. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je compte devenir président. Mais entre-temps, est-ce que j'ai les capacités, j'ai les aptitudes? Est-ce que j'ai le savoir-faire? Est-ce que j'ai la carrure? Est-ce que j'ai le leadership nécessaire? C'est l'étape de la réalité. Donc, c'est la troisième étape qui est l'étape de la réalité où il faut recenser, en plus aux côtés des rêves et de du diagnostic, qui est le recensement de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on a déjà fait, vient maintenant ce qu'on peut faire en réalité avec les moyens de bord, avec les moyens qu'on peut avoir dans 10 ans, dans 15, 30 ans. Exemple très simple pour illustrer en 30 secondes. Je compte devenir ministre du Togo. Mais être ministre, ça c'est mon rêve en réalité. Et en acquis ou bien en compétence, j'ai un diplôme de maîtrise par exemple, j'ai un master ou bien j'ai un doctorat que j'ai. D'accord, maintenant, est-ce que dans la réalité, être ministre dans mon coin, c'est possible sans faire tête? Ou bien un autre petit exemple, je compte avoir une entreprise dans 5 ans. Dans la réalité, je n'ai pas encore de diplôme.
Ça, c'est dans le diagnostic. Je n'ai aucun diplôme de gestion d'entreprise. Mais mon rêve, c'est d'avoir une grande entreprise dans 10 ans. D'accord. Alors, que me faut-il faire? C'est là que viendra la quatrième étape qui va consister à recenser ce qui est possible, la possibilité que j'ai. La première étape, maintenant dans mon plan de vie, qui est l'étape additionnelle dont j'ai parlé, la quatrième étape, qui va consister à rédiger, laisser de côté les brouillons, se référer aux brouillons pour faire un canevas, un plan clair. Maintenant, va consister à savoir, pour avoir un chef d'entreprise dans 5 ans, alors dans 1 an, il me faut avoir un diplôme, il me faut avoir la compétence dans la gestion de l'entreprise. Après la compétence, maintenant, dans 3 ans, il me faut aller chercher l'expérience dans une entreprise pareille. Ce n'est que par là que j'accumule les chances de mon côté pour avoir ou bien pour être un chef d'entreprise, gestionnaire, manager dans 5 ans. C'est là l'aboutissement d'un plan de vie en fait. Ça c'est sur le plan professionnel. Sur le plan relationnel, je compte avoir une femme qui aurait la posture de Michelle Obama par exemple. Je ne vais pas me mettre à draguer les filles qui sont de teint noir. Mais c'est bizarre, mais c'est ça la réalité en réalité. Donc je vois que tu nous as donné les points principaux généraux. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais m'intéresser au cas de Christelle, parce que Christelle, tu étais en stage de formation, mais en temps, tu as laissé le stage pour aller écrire ton mémoire et soutenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, madame, parce que, en fait, tout part de l'ambition qu'on a et de quand est-ce qu'on veut réaliser ou quand est-ce qu'on veut concrétiser cette ambition. Après mon BTS en journalisme, ma grande ambition, c'était d'avoir une licence. Et je m'amusais à me dire, sans la licence, je ne vais ni me marier, ni avoir d'enfants. Je dois forcément avoir une licence avant de me lancer, avant d'être mère ou de fonder une famille. Pendant ce temps, je travaillais dans des médias que vous connaissez et je réfléchissais à comment avoir une licence, comment pouvoir étudier. C'est vrai que, entre guillemets, que mes parents n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir me supporter dans ce que je veux faire, mais je me suis dit que je dois le faire forcément. Je travaille, je vais essayer de voir. C'est là que pendant les recherches, pour ne pas faire de la publicité, j'ai constaté que à ISA, là où j'ai fait ma licence, il y avait la possibilité de payer, de s'inscrire et de payer en tranches, de payer par mois. C'est là que j'ai dit, ok, je vais au boulot petit à petit. Je vais me lancer. Si je n'arrive pas à payer, ça ne fait rien. Je pourrais continuer après. Donc là, j'ai fait l'année scolaire 2017-2018 et il me fallait, pendant ce temps, j'étais dans un organe de presse. Il me fallait maintenant faire un stage et rédiger mon mémoire et faire la soutenance. Mais l'agence de presse dans laquelle j'étais, c'est vrai que je pouvais rédiger mon mémoire, mais le thème sur lequel je devais travailler, je n'étais pas vraiment à l'aise à faire mon mémoire de marketing communication dans une structure de presse. C'est de là, avec votre soutien, publiquement, je me suis retrouvée dans la structure dans laquelle j'ai fait mon stage. Mais le truc est que j'ai commencé en février, vers la fin janvier 2019, plus précisément février 2019. En temps normal, selon le plan que j'avais fait, je devrais finir mon mémoire au plus grand tard, fin 2018. Mais là où je travaillais avec les législatives, avec les mouvements politiques, ça ne me permettait pas de pouvoir le faire. Je me suis dit à un niveau que, ok, j'ai fait ce que j'ai suivi les cours, maintenant je vais me consacrer pour pouvoir pleinement avoir une expérience, pour boucler cette année-là avec mon expérience professionnelle dans le journalisme. Et en 2019, au plus tard, mai ou juin 2019, je devrais finir avec ces histoires de mémoire, de soutenance et tout, s'il pleut ou neige. Mais quand je suis arrivée dans ma nouvelle structure, je me suis rendu compte que les tâches professionnelles ne me permettaient vraiment pas de me consacrer à mon mémoire. Je réfléchissais, j'essayais, mais puisque tu vas au boulot, tu es fatigué, je faisais beaucoup de choses. Sur le plan professionnel, j'étais bien.
je rédigeais des articles, j'avais beaucoup de choses que je gérais, je faisais beaucoup de choses, je me sentais responsable et tout, j'étais responsabilisée, mais ça ne me permettait pas de finir et d'avoir mon diplôme. J'ai réfléchi et je me suis dit que non, 2019 ne doit pas me finir encore avec cette histoire de licence et tout. J'ai un CV incomplet, ce n'est pas logique. Là, il faut sacrifier quelque chose pour avoir ce qu'on veut vraiment. Donc en fait, tu avais eu un retard sur le plan que tu avais fait? Oui, j'ai eu un retard sur le côté diplôme. Mais sur le plan professionnel, tout, tu avançais. J'avançais. Donc je me suis dit que je dois équilibrer les choses. Puisque c'est un ensemble, c'est complémentaire. Mon CV, je vois mon CV creux. Je vois mon CV creux, mais en termes de compétences, en termes de travail, c'est bon. Or, nous sommes dans un système où ta compétence doit aller avec ton CV. Et là, je me suis vue dans l'obligation de démissionner pour pouvoir véritablement me consacrer à la réalisation de mon mémoire et faire la soutenance. Et là, j'ai allongé. Normalement, je m'étais dit en début 2019 que je devrais finir au plus tard mai 2019 avec ces histoires de soutenance. Mais je me suis vue prolonger la date en fait. Et là, j'ai démissionné en mi-juin pour pouvoir me consacrer. J'ai soutenu en 2017. J'ai soutenu en décembre 2019 et là je me prépare pour avoir mon diplôme, donc avec toutes les procédures qui... J'ai juste fait exprès de laisser Christelle parler pour que nos jeunes, surtout les filles, sachent que c'est important de faire un plan pour sa vie. Parce que selon ce que les gens diraient, c'est comme si c'est plus les filles qui souvent ne font pas de plan pour leur vie. C'est une impression, c'est la réalité. Pour ouvrir une petite parenthèse, oui, 2 secondes. Je veux aussi ajouter, donc, quand vous avez parlé de jeunes filles, que les jeunes filles doivent comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir un petit ami. Qu'on n'a pas obligé d'avoir un compagnon. Si à un niveau, selon notre plan de vie, nous sommes avec une personne qui ne nous permet pas, qui ne nous aide pas à vouloir réaliser ce qu'on veut pendant cette période donnée ou pendant cette date donnée, restez seul et réalisez ce que vous voulez réaliser. C'était juste une parenthèse. Merci Christian, ça sera le sujet d'une autre émission. Mais pour évoluer, voici cet élément vidéo qui va nous permettre de nous relancer. Je vous retrouve juste après. Personnellement, je pense qu'à partir de 16 ans déjà, on doit se poser les questions de où je vais, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, où est-ce que je veux être à l'orée de ma vie et tout. Donc je pense que déjà à partir de 16 ans, il faut se poser cette question-là et commencer par élaborer son plan de vie personnel. Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge fixe pour élaborer son plan de vie personnel, mais je dirais qu'il y a quand même une âge limite, donc au plus tard 14-15 ans. Il faut savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Je le dis parce que vous verrez des gens, des jeunes enfants au cours primaire qui vous disent qu'ils veulent devenir demain et qui mettent en place, qui prennent toutes les dispositions pour devenir cela. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. On peut déjà commencer très tôt à avoir des idées et aussi le parcours scolaire aidant. On peut toujours voir où est-ce qu'on excelle, où est-ce qu'on est bon et au plus tard, à la fin du CEG, du collège, on doit savoir ce qu'on veut devenir, on doit savoir ce qu'on veut faire. D'abord, c'est une question d'ignorance. On se dit, j'y vais, la vie elle est là, j'y vais, j'avance et puis ça va donner ce que ça va donner. Mais en même temps, c'est parce que cette question-là mérite un grand recul. Il faut un véritable questionnement de soi et ça, beaucoup ne sont pas prêts à faire l'exercice parce que ça demande vraiment de réfléchir. Et la génération pressée, la génération assez dans les délires, tout ce qui est plaisir, fun,
n'est pas prête à se poser ces questions-là. C'est pour ça que beaucoup de jeunes ne se posent pas ces questions et c'est bien dommage en fait, parce que ça aide beaucoup pour avancer dans la vie. Est-ce qu'ils ne font pas l'effort de comprendre? Pour moi, en fait, c'est vrai, il y a certains qui évoluent au gré du vent, comme vous le dites. Hein, c'est la vie, demain appartient, quoi. On verra ce que demain va nous réserver. Mais il y a d'autres qui ont fait des plans de vie, mais il y a les histoires de vie, les faits de vie, les conditions socio-économiques, les conditions familiales qui ont fait qu'ils ont été obligés, ils ont été contraints d'abandonner ces plans de vie-là. Et l'erreur qu'on fait souvent, pour moi, c'est quand on n'a pas souvent de plan B, en fait. Et nous, on se dit, oui, je veux devenir peut-être médecin, et donc on met tous les moyens pour devenir médecin. Et lorsque les histoires de vie, peut-être, chemin faisant, vous devenez orphelin, donc peut-être que les parents ne sont plus là pour prendre en charge vos études. Et à un moment, on est complètement déboussolé parce qu'on n'a pas prévu dans notre parcours, dans notre plan de vie, là, lorsque je ne devenais pas médecin, qu'est-ce que je fais? Et donc, on n'a pas souvent ces plans B là. C'est ce qui fait que lorsque le premier plan de vie ne réussit pas, on est complètement déboussolé. Et c'est maintenant qu'il faut recommencer à zéro pour voir parmi les alternatives qui se présentent, à part ce plan numéro 1 là, qu'est-ce que je peux faire? Et là, maintenant, vous êtes obligé de tout recommencer. Alors que si vous aviez un plan B, et lorsque le plan A ne marche pas, ou bien même si le plan A marche, à côté, vous êtes toujours en train d'améliorer toujours votre plan B. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. De toute rue, je dirais, il faut faire ce à quoi on aspire. Parce qu'on le dit très souvent, ça revient très souvent, quand on fait ce qu'on aime, on est plus productif, on est plus créatif et on excelle mieux. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de parents projettent leurs rêves sur leur enfant et leur imposent, tu dois faire ceci, parce que moi je voulais faire ça, ou moi je veux te voir faire ceci. Mais ce n'est pas la meilleure des décisions à prendre. Maintenant, je suis consciente aussi que parfois on ne peut pas contrer les parents. C'est difficile de communiquer, surtout dans un environnement africain où l'autorité parentale quand même joue beaucoup. Et là, moi, ce que je proposerais, c'est que, oui, faites ce que le parent attend de vous, mais n'oubliez pas de faire ce que vous voulez parallèlement, en fait. Trouvez une manière, une façon d'intégrer ce que vous voulez faire vraiment dans le parcours que votre parent vous trace. Et arriver à un moment, si vous excellez dans ce que vous aimez vraiment et que vous lui présentez et qu'il voit les retombées, il va vous dire, ah mais mon fils, ma fille, tu avais raison, tu peux prendre ta route. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, le jeune doit faire ce à quoi il aspire. Et le parent doit plutôt l'accompagner. Mais c'est clair, hein, moi je connais, moi-même, personnellement, j'ai été dans ce cas. Parce que bon, après le parcours scolaire et tout ça, quand tu as ton bac et tout, bon, peut-être que toi, même dans l'orientation de ton cursus scolaire, tu le fais en fonction de ce que tu veux devenir. Mais après le bac, il y a ton papa peut-être qui a voulu être médecin dans sa vie, mais qui n'a pas pu l'être. Et donc, il y a des parents qui veulent à tout prix forcer leur enfant à devenir ce que eux ils n'ont pas pu devenir. Du coup, ça fait que bon, l'enfant est à un moment aussi partagé parce que il a ce qu'il aime, il a ce qu'il veut faire et le parent aussi veut qu'il fasse quelque chose. Et en ce moment, c'est des conflits aussi qui se créent. S'il veut faire ce que lui, il aime, le parent n'est pas là pour l'accompagner. S'il s'oriente dans ce que le parent veut qu'il fasse, il y va sans amour parce que c'est pas ce qu'il veut faire à la base. Donc, c'est aussi une question de dialogue et ça, il faut que les parents le commencent très tôt et détectent en l'enfant ses talents. Ce n'est que comme ça. Bon, des fois, les parents n'ont pas aussi toujours tort parce que peut-être qu'ils se disent que dans ce domaine-là, le marché de l'emploi peut rapidement t'embaucher. C'est aussi ce paramètre. Ou bien, peut-être que je suis chef d'entreprise, donc bon, peut-être si tu t'orientes dans ce domaine, après tu peux me succéder. C'est pour garantir aussi à l'enfant cet emploi. Mais
il faut aussi faire ce qu'on aime. Parce que c'est dans ça là que tu peux forcément t'épanouir, tu peux donner tout le potentiel dont tu disposes pour le faire. Si vous venez de nous prendre en cours d'émission, aujourd'hui, nous allons mettre un terme à notre discussion que nous avions entamée la fois dernière et qui est relative à l'élaboration d'un plan de vie, ce qui est très important. Adamas, ton avis sur l'élément que nous venons de suivre? Oui, félicitations à nos frères pour leurs avis très enrichissants. Je crois que, quoi qu'il soit, il n'y a pas une seule bonne réponse à toutes ces questions-là. Et nous ne disposons pas d'une Bible que nous proposons. Nous partageons un peu à partir des formations de haut niveau que nous avons suivies, mais aussi à partir des expériences, des cas de réussite qu'on a eu dans la vie. C'est tout ça qui nous permet de proposer à nos frères. Ils peuvent suivre dans la mesure du possible. J'ai été inspiré par l'intervention de Christelle à 3 niveaux. C'est ce que disaient les enseignants du secret qui disent: si tu veux apprendre à attirer 10 millions, commence par attirer 10 000. Ou si tu veux attirer une cafétéria, commence par pouvoir attirer une tasse. C'est pour dire qu'elle s'est appesantie sur son parcours scolaire pour nous donner l'exemple de planification. C'est bien. Elle a parlé aussi de refuser telle chose pour l'autre. Ça nous rappelle un peu, peut-être qu'on va en parler de ça après, mais les obstacles du chemin. Mais ça nous tire plutôt vers les valeurs. Nous prenons des décisions ou des orientations en fonction de nos valeurs. Et pour le plan de vie, il est nécessaire que l'on puisse construire son système de valeurs. Si je prends par exemple le pardon, qui est important pour moi, quand il y aura une situation problématique, le dénouement que je me permettrai devra respecter ma valeur ou non. Et être un président, devenir président ou devenir ministre, c'est très petit par rapport à la vie. Nous parlons de plan de vie. Je ne parle pas d'objectif professionnel horizon 5 ans. Quand la vie c'est une seule vie. Et la seule question qu'il faut se poser quand il s'agit de plan de vie, c'est qui est différent du plan de carrière. Qui est différent du plan de carrière. Voilà, le plan de carrière est une partie de la vie globale. La seule question à laquelle vous essaierez de répondre et qui vous donnera la réponse, et dont la réponse sera le punch pour vous, c'est quelle solution ou à quel problème je veux apporter des solutions avant la fin de ma vie. Voilà. La seule question. Hein. Oui, qu'est-ce que je veux résoudre principalement dans la vie? Que je devienne président. Parce qu'on peut avoir été président sans avoir créé d'impact. Et on peut avoir été militaire et avoir créé plus d'impact qu'un président. Mais en fait, quand je vais quitter la vie, ce n'est pas est-ce que j'ai été président ou j'ai été forgeron, mais quel impact j'ai pu créer par rapport à l'emploi que j'ai eu dans ma vie. Merci beaucoup. Nous avons 2 questions pour le moment qu'on ajoute à celle de la fois dernière. Un téléspectateur nous demande quelle est la place de Dieu dans nos plans de vie. Avoir un bon mari, un foyer heureux, prendre soin de son mari et de ses enfants, est-ce aussi un plan de vie? En fait, c'est pour cela que je voudrais qu'on puisse les aider à faire la différence entre le plan de vie et le plan de carrière. Dans chaque domaine de ma vie, j'ai un plan pour ma vie professionnelle, pour ma vie conjugale, pour mes finances. On a des plans pour chaque domaine de sa vie, ma vie spirituelle, ou à quel niveau j'étais avec Dieu par rapport à ce que vous adorez l'année passée. Cette année, en juin, je veux être à quel niveau? Donc, comprenez que nous ne parlons pas de plan de carrière, nous parlons de plan de vie. Donc, vous faites des plans pour chaque domaine de votre vie. Casimir. Oui, justement, madame, par rapport en 30 secondes par rapport à la nuance, en réalité, le plan de carrière n'est qu'une partie, comme l'a dit Léné Adama, n'est qu'une partie du plan de vie. Le plan de vie, ça regroupe l'ensemble, la vie dans sa globalité. Il y a le plan de carrière, il y a le plan spirituel, le plan relationnel, le plan familial. Tous ces plans-là regroupés vont former le plan de vie de l'individu dans sa globalité en réalité. Donc, pour revenir sur... D'abord sur ce que l'intervention de Christelle, son exemple, moi ce que j'ai pu retenir qui est très important, c'est que le plan de vie a la flexibilité. On peut planifier
telle chose et le dater dans le temps. Parce que comme l'a dit Lenny Adam de tantôt, en réalité, il a presque exclu l'aspect d'un plan à court terme, mais c'est en réalité court, moyen et long terme. Donc c'est l'ensemble de ces court terme, petit qui vont bouger au moyen terme, et puis le long terme qui va finir sur la finalité. Exactement. Donc la flexibilité qu'elle a pu ressortir dans son exemple, c'est qu'on peut prévoir bel et bien à faire quelque chose dans 6 mois, dans 1 an, mais les réalités socio-professionnelles, les réalités courantes de la vie peuvent obliger à rallonger ça ou bien le rétrécir un peu. Maintenant, par rapport à ce que l'ami collègue Flamez a dit, j'ai partagé son avis jusqu'à un niveau, mais vers la fin, je n'ai pas totalement partagé son avis quand il disait les gens ne planifient pas le plan B. Le plan de vie, en réalité, prend en compte tout cela. D'abord, en plus de son aspect... Les imprévus, tu veux dire? Oui, bien sûr. En plus de son aspect de flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut retoucher à n'importe quel moment, donc on ne pourra pas être surpris par les situations, le plan de vie, s'il est bien élaboré, il est impossible qu'on passe de côté totalement. Si vous prenez en compte votre rêve, le rêve c'est la vie, le rêve que vous avez vraiment, sauf si vous mentez à vous-même. Le collègue Adama a dit de se retirer un peu, aller dans le silence pour se dire la vérité. Quand vous-même vous mentez vous-même, vous n'aspirez pas à devenir docteur, que c'est ce que vous avez fini par être quand même parce que vous l'avez écrit dans votre plan de vie, vous serez carrément à côté. Donc au même moment, et il a également parlé de recadrage des parents. En réalité, je pense que l'un des aspects où on a assisté à des impositions de la part des parents, c'est l'aspect marital où on se marie. Je te coupe pas la parole, mais je crois que c'est le moment jamais de donner l'avant-dernière question, qui est tout comme la première qu'on nous a posée aujourd'hui. Voici une des questions que nous avions reçues le samedi passé. Mon père m'oblige à exercer la même profession que lui parce que, selon lui, c'est un métier rentable. J'ai essayé, mais je n'arrive pas à m'y adapter et c'est tout un problème à la maison. Aucun de mes parents ne s'intéresse à mes aspirations personnelles. Voici ma question. Doit-on faire ce à quoi on aspire ou ce à quoi nos parents aspirent pour nous? Oui, madame, justement, j'en venais là. En réalité, nos parents ont toujours fait cette petite erreur-là, que je suis très petite en réalité. Parce que pour orienter l'enfant, ça ne commence pas après le BPC, ça ne commence pas après le bac, ça commence dès le bas âge. Si vous voulez que votre enfant devienne un chirurgien, un médecin cardiologue, commencez par lui faire des petits films de cardiologie dès l'enfance. Adama a dit de 0 à 7 ans. Commencez par leur montrer, leur amener dans le milieu que vous voudrez, c'est-à-dire le milieu où il y a l'intensité de ces événements-là. Vous voulez que votre enfant devienne joueur, n'attendez pas qu'il ait le bac pour l'amener dans le stade. Commencez par l'amener au stade dès le bas âge pour qu'il s'intériorise cela. Il y a une plus forte chance que l'enfant devienne cela. Mais quand vous attendez, l'enfant se fait des images de plan de vie, même s'il ne l'a pas écrit sur papier, jusqu'au niveau bac, et vous arrivez brusquement, vous dites deviens ceci, c'est plus compliqué, ça trouble l'enfant. Mais dans la situation, dans le contexte actuel, en réalité, ce n'est pas ce que le parent veut qui doit être fait, mais c'est plutôt ce que veut l'enfant, sous le recadrage d'un spécialiste, de quelqu'un qui est spécial dans l'orientation, en suivant justement les aspirations de l'enfant, en suivant surtout les capacités réelles de l'enfant. L'enfant peut aspirer... Mais avant, je ne coupe pas la parole, mais avant que le spécialiste intervienne, je crois que certains parents ont les compétences pour jouer ce rôle. Et si vous avez la compétence que vous l'usez pour votre enfant, c'est bien. C'est pas étonnant que les enfants meurent de paludisme dans la maison des médecins. La fois passée, mes invités parlaient de l'indisponibilité des parents. Et c'est un facteur très capital des aussi. Des parents actuellement, hein, surtout des nouveaux parents. C'est un élément très capital aussi, l'indisponibilité. Le parent peut être beau, compétent dans tout, il ne consacre pas ce temps. D'ailleurs, c'est l'engagement. On sert d'abord l'autre, on se comprend, on comprend cela également. Mais si le parent sait qu'il connaît mais ne peut pas le mettre au profit de l'enfant, il est au même titre que celui qui ne connaît pas. Vaut mieux s'orienter vers celui qui connaît, ou bien sûr juste l'aspiration de l'enfant, être à l'écoute de l'enfant, même si c'est 30 minutes passées, discuter avec l'enfant et vous allez savoir ses aspirations réelles et se baser sur ça pour l'orienter. Je pense que c'est ce que veut l'enfant qui est nécessaire. Merci Casimir. Christelle, est-ce que tes parents ont toujours voulu que tu sois journaliste? Non. Ils avaient des aspirations pour toi? Oui. Ils t'en avaient parlé? Oui, est-ce qu'ils m'obligeaient? Mon papa voulait que je sois secrétaire. Quand j'ai eu le BPC, j'ai fait le lycée technique, j'ai fait la G1. Okay. Et j'ai eu le bac G1. Et mon papa se préparait à m'inscrire dans une école de secrétariat. C'est bien une école supérieure. Oui. Et brusquement, le journalisme, ce n'était... Moi, je voulais être soit avocate, soit juriste, quelque chose du genre. Donc, je me disais...
avocate, quelque chose du genre. Le journalisme, moi, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. C'est juste, je vois des gens à la télé et tout. Une fois sur Internet, en 2013 ou en 2012, j'ai fait des recherches. Et comme mon papa n'était pas là, il était allé en mission. Quand il est revenu et qu'on s'apprêtait à 3 semaines, je crois, des inscriptions, je lui disais que papa, moi, je ne veux pas faire secrétariat, je veux faire journalisme. Oh, toi, tu sors d'où cette histoire-là? Non, il a commencé à dire que c'est la crise adolescente, que je commence à... Mais j'ai refusé. J'ai dit, papa, moi, je ne veux pas faire secrétariat. Je veux faire du journalisme. On a dit qu'il y a ça à Lomé dans telle école, ici. Soit tu ne m'inscris pas, soit moi-même, je cherche mon argent. Quand j'aurai de l'argent, je vais m'inscrire. Puisque moi, je faisais des petits commerces, j'aidais ma maman à vendre les choses. Je sais vendre les arachides, les œufs, fromage. Donc, il sait que si en fait, ce conflit-là, cette incompréhension s'est installée. Moi, j'ai refusé. Donc, mon papa a demandé conseil auprès de ses amis, auprès de l'environnement. Et ma fille, moi, je ne la comprends pas. Hein. Elle dit qu'elle veut faire journalisme à Lomé, là. Je n'ai personne à Lomé. Comment je vais faire? Et ma fille, c'est ce que tu veux. Il faut faire secrétariat, je connais. J'ai des amis. Donc, finalement, comment ça s'est fait? Comme disent les anglophones, to cut a long story short. Comment ça s'est fait que finalement, il a accepté que tu fasses ce que tu voulais faire? Il a dit qu'il a confiance en moi. Puisque j'ai eu mon probatoire, mon papa n'était pas là. J'ai eu mon bac, il n'était pas là. Il n'était pas à mes côtés. Mais il a su que je suis une fille qui écoute ses conseils psychologiquement. Il m'a préparé à être une dame qui réfléchit, qui est responsable. Donc il s'est dit que, à voir les exploits que tu as fait, comment est-ce que tu es arrivé à décrocher ton diplôme de baccalauréat? Ok, tu as gagné, je vais t'inscrire. Et c'est comme ça que je me suis... La communication, le dialogue. Adama, oui. ton ajout. Oui, tout ce que nous sommes en train de dire actuellement, c'est pour inspirer et encourager nos frères qui nous suivent en ce moment à s'exercer à la planification. Mais au-delà de techniquement apprendre à planifier, nous sommes en train de vivre dans un champ d'action plus vaste que nous. Il y a une âme de l'humanité. Donc, ce que nous disons répond pour le cas de certains et pour le cas d'autres non. On peut devenir ce que son parent veut de soi. Le cas de Samuel, dont Anne a destiné à Dieu. Samuel n'a jamais dit qu'il est malheureux à la fin de sa vie. Au contraire, il a été acclamé par le peuple d'Israël à la fin de son mandat. Mais il y a Salomon qui a été destiné aussi, selon la promesse que David avait faite à sa mère, qu'elle est devenue. Quand Absalom a pris le royaume, il a été destitué. Donc, on peut devenir ce que son parent veut de soi. C'est possible. Il est aussi possible de combiner les rêves de ses pères. Le cas de Barack Obama. Il ne pouvait pas devenir président des États-Unis en n'épousant pas le rêve américain. Voilà. Donc, il y a des cas où le parent est ouvert à une propension donnée, où nous pouvons collaborer en suivant cette direction auquel nous agissons les nôtres. Il y a des cas où le parent est complètement hors, et soit l'enfant va perdre, ou l'enfant sera capable de mieux communiquer avec son parent, ou alors de faire du forcing, selon les cas. Il y a des cas où alors, mais il a parlé de Dieu, je vais rappeler ça aussi. Nous ne pouvons rien faire sans une force invisible qui guide tout le monde. Nous avons deux destins. Le destin que Dieu nous a fait et un destin que nous forgeons par nos décisions de chaque jour. Les actes que nous posons. Les actes que nous posons, les choix que nous faisons. Soit nos actes vont en harmonie avec le plan de Dieu. Donc, il y a le matching va permettre que nous vivions heureux. Soit nos actes ou nos choix iront loin du plan de Dieu. Mais comme Dieu est souverain, que vous le voyez ou non, il y a Dieu qui existe. Même les athées le savent qu'il y a une force supérieure à notre existence. Donc, si Dieu vous aime, il vous barrera la route par rapport à vos choix et vous remettra sur son chemin. S'il ne vous aime pas, il vous laissera aller. De toute façon, vous pouvez aussi faire des compromis avec Dieu, comme le cas de Moïse. Quand Dieu voulait détruire le peuple d'Israël qui s'énervait, Moïse a fait des compromis pour que Dieu accepte de conduire le peuple à Canaan. Merci beaucoup, Adamas. Moi, je m'attendais à ce que vous reveniez sur le développement que Nihad avait fait dans le micro-trottoir. Nihad a dit si elle se retrouvait dans un cas pareil, relativement à la question que le téléspectateur avait posée, elle allait accepter de faire ce que le parent dit, mais parallèlement, fait une activité qui lui permettrait de s'épanouir. Si elle arrive à convaincre son parent, il le laisserait faire ce que... Une personne qu'on place dans un environnement toxique est capable
de se défendre sans blesser l'extérieur. Donc on peut faire des compromis. Quand on se sent étouffé ou coincé par la vision de ses parents, de son environnement, on est libre jusqu'à proportion de notre capacité à oser. Merci beaucoup Adama. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de nos échanges aujourd'hui. Un mot de fin, Jean-Claude, rapidement. Bon, je vais dire, le plan de vie normalement doit s'accompagner de sa passion. Quand on associe la passion à son plan de vie, il faut savoir déterminer ses objectifs, ce que je fais actuellement, ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire et comment je veux le faire. Et maintenant, après, il faut déterminer les moyens pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc, le plan de vie doit forcément s'accompagner d'une passion, sinon on va se retrouver comme notre ami qui doit être forcé de faire ce que ses parents veulent. D'une ambition. Christelle, brièvement. En fait, tout ce que j'ai à dire, je dis toujours, une chose est d'avoir une ambition, mais l'autre chose est de travailler à la concrétisation de cette ambition. Donc, j'aimerais dire à mes frères, mes soeurs, surtout les femmes, rêvez, ayez de l'ambition, mais travaillez, cherchez à comment faire pour pouvoir les réaliser. Et le grand frère Adamas, au sommet des jeunes femmes leaders en 2018, disait ceci: je suis qui je suis. Je reste qui je suis, je demeurerai qui je suis, quel que soit les... Et je serai toujours quelque part, partout où il y a des opportunités, de bonnes personnes sur ma route. Donc, priez Dieu, soyez forts spirituellement, de vous mettre de bonnes personnes sur votre route et vous allez réaliser votre... Merci Christelle. Casimir. Je pense que la rédaction d'un plan de vie est très importante en réalité. Donc, quel que soit alpha ou bêta, il faut que chacun ait un plan de vie minimum que ce soit et qu'il soit disposé à le modifier au fur et à mesure pour aboutir à l'idéal. Merci. Adamas, en une phrase. Oui, nous avons été à l'école, on a appris la géographie, la mathématique, on n'a jamais appris à planifier nos vies. On va à l'église, on prie, on est rempli de Saint-Esprit, on va à la mosquée, mais le pasteur ne nous enseigne jamais comment planifier sa vie. Parfois même le pasteur même est perdu. On a des... Quelqu'un a été ministre de l'Éducation, mais peut-être à la fin de sa vie, il ne se sent pas heureux et réalisé. Mot de fin. C'est très important de commencer par apprendre à planifier sa vie. Nous le pouvons, nous le devons. Yes, we can, yes, we must. Merci beaucoup, Adamas. J'ai même oublié de présenter le livre que tu as écrit, bien élaboré, votre plan de réussite. Je crois que ça pourra nous aider dans l'élaboration de notre plan de vie. Merci beaucoup, Adamas. Je vous rappelle qu'Adamas, il est l'auteur vraiment de ce livre. Il est diplômé Talent du Monde. Adamas est tout. Aujourd'hui, il est avec nous comme coach en développement personnel. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres remarques et d'autres questions, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous envoyer des messages au 90 14 09 52. Passez un excellent week-end en compagnie de la TVT. À samedi.